Bonjour, bienvenue dans ce chapitre de première spécialité physique et chimie. Nous allons parler des interactions fondamentales et en particulier dans cette première partie de l'interaction électrostatique. Alors la matière qui nous entoure est électriquement neutre. Si vous prenez un morceau solide ou même un liquide ou un gaz, ce matériau sera électriquement neutre, c'est-à-dire que lorsque vous approchez, n'aurez pas de sensation, vous ne recevrez pas de décharge électrique. Pourtant, il est possible d'électriser la matière de trois manières différentes. On peut l'électriser par frottement. Si vous frottez un matériau avec un autre, eh bien, ils vont généralement s'électriser l'un et l'autre, c'est-à-dire être porteurs de charge électrique. On peut l'électriser par influence, c'est-à-dire en approchant un autre objet déjà électrisé. Et enfin, on peut avoir une électrisation par contact lorsqu'un objet électrisé va venir en toucher un autre. Alors que se passe-t-il lorsqu'on a de la matière qui est électrisée? La matière, à une échelle très petite, à une échelle nanoscopique, elle est constituée de neutrons et protons qui sont dans le noyau des atomes et également d'électrons. Les protons, rappellent qu'ils portent une charge positive qu'on appelle la charge élémentaire petit e, dont voici la valeur, et les électrons qui portent une charge négative, qui eux sont liés au noyau, mais qui sont autour de ce noyau. Alors, on va considérer que dans la matière, en particulier la matière solide, les noyaux sont fixes et les électrons, eux, sont mobiles, c'est-à-dire qu'il est possible d'arracher ces électrons. Et donc, les phénomènes d'électrisation sont dus à des déplacements d'électrons dans la matière. Par exemple, lorsqu'on a une électrisation par frottement, eh bien, c'est que des électrons vont passer d'un des matériaux sur l'autre matériau. Par exemple, si c'est du PVC et de la laine, eh bien, des électrons de la laine vont passer sur le PVC. Parfois, c'est l'inverse, c'est le matériau qui est frotté qui va céder des électrons à la laine. Lors de l'électrisation par influence, lorsqu'on approche un objet électrisé, par exemple avec des charges négatives, avec un excès de charge négative, donc un excès d'électrons, eh bien, en l'approchant de la matière, les électrons vont être repoussés par cette règle en PVC et vont donc aller à l'opposé du matériau qui est électrisé. Et donc, on va se retrouver avec un matériau qui est porteur localement de charges positives d'un côté et de charges négatives de l'autre. Et on verra que la boule ainsi électrisée par influence sera attirée par la règle électrisée elle-même, tout simplement parce que on va voir que les charges de signe opposé vont s'attirer, comme ici, les charges négatives et les charges positives. Enfin, l'électrisation par contact, eh bien, on va avoir un transfert d'électrons entre le matériau électrisé et le matériau qui est au départ électriquement neutre, dans le cas où le matériau est porteur de charges négatives. Maintenant, on peut aussi essayer d'imaginer ce qui se passe si le matériau est chargé positivement et non négativement, c'est-à-dire qu'il a précédemment perdu des électrons. Eh bien, on verra une électrisation ici inverse dans l'électrisation par influence. Si là, il y a des charges positives, nous verrons des charges négatives de ce côté-là, donc un excès d'électrons, et de l'autre côté, des charges positives, c'est-à-dire un défaut d'électrons. Les électrons se sont tout simplement déplacés dans ce cas-là vers la gauche. Dans le cas de l'électrisation par contact, le transfert d'électrons aura lieu dans l'autre sens, du matériau qui au départ est électriquement neutre. S'il y a des charges positives sur le matériau électrisé, eh bien le matériau électriquement neutre va céder des électrons au matériau qui a un excès de charge positive. Maintenant, nous allons étudier de manière quantitative cette force électrostatique, cette interaction électrostatique. Nous allons considérer deux corps ponctuels, A et B, de charge QA et QB, et on voit ici qu'ils sont séparés de la distance petit r. Alors, il va falloir distinguer 2 situations. Une première situation où QA et QB sont de même signe, par exemple signe positif, de charge positive, ou alors QA et QB sont de signes opposés. Peu importe si c'est la charge QA qui est positive et QB qui est négatif ou l'inverse. Nous allons également tracer sur les axes AB ici 2 vecteurs U qu'on appelle des vecteurs unitaires. Ce vecteur unitaire, il a une norme égale à 1 et il va nous permettre d'orienter l'axe AB de A vers B parce qu'on va en fait s'intéresser à l'action du corps A sur le corps B. Et donc on va toujours placer un vecteur unitaire qui va de A vers B.
Alors ce vecteur unitaire va nous permettre de donner l'expression de la force électrostatique de A sur B. Cette force électrostatique de A sur B, voici son expression, c'est une expression vectorielle. C'est-à-dire que de chaque côté de l'égalité, nous avons un vecteur. Ici le vecteur force électrostatique. Et de l'autre côté, on retrouve le vecteur unitaire petit u. Quelle est la forme de cette expression? Eh bien, on voit que la force électrostatique de A sur B dépend d'une constante K, dont on parlera un petit peu après, des charges électriques QA et QB, et enfin de la distance R qui existe entre les corps A et B. Comment connaître la direction et le sens de cette force à partir de l'expression vectorielle? Eh bien, en mathématiques, ici, nous avons des vecteurs FE et U qui sont des vecteurs collinéaires puisqu'ils sont de chaque côté d'une égalité ici. Alors, il y a deux possibilités, soit ils sont collinéaires et de même sens, soit ils sont collinéaires et de sens opposé. Donc, dans le cas où QA et QB sont de même signe, eh bien QA fois QB sera toujours positif. On verra que la constante petit k, qui s'appelle aussi la constante de Coulomb, est positive, et la distance r est positive. Donc cet ensemble-là, ce bloc-là est positif, et donc, dans ce cas-là, le vecteur force électrostatique sera de même sens que le vecteur U. C'est ce que l'on voit sur ce premier schéma ici. Et donc, on est dans le cas où on a des vecteurs collinéaires et de même sens. On voit que dans ce cas, la force électrostatique est répulsive, c'est-à-dire que le corps B est repoussé par le corps A. Il s'éloigne, s'il peut bouger, il va s'éloigner du corps A. Maintenant, deuxième possibilité, QA et QB sont de signes opposés. Dans ce cas-là, QA fois QB sera négatif et on aura donc des vecteurs force électrostatique et le vecteur unitaire U qui seront de sens opposé, et donc le corps B sera attiré par le corps A. Comment connaître la valeur de cette force électrostatique maintenant que nous connaissons sa direction, l'axe AB et son sens? Eh bien, il va falloir prendre la norme de ce vecteur. Et donc, pour connaître la norme du vecteur qui est ici, une norme, elle est toujours positive. Alors, quand on va appliquer le calcul qui nous permet de trouver la valeur de la force électrostatique, on va dire qu'on applique la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, en fait, c'est la norme du vecteur force électrique. Et donc, la norme de tout ceci, eh bien, c'est la norme de cette expression. Et comme QA et QB peuvent être positifs ou négatifs, on va mettre des valeurs absolues autour des charges électriques pour avoir toujours une valeur positive. Ensuite, la constante de Coulomb, eh bien, vous trouverez parfois son expression complète. Petit k, en fait, est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, epsilon 0 étant égal à la permittivité étant la permittivité du vide, mais généralement, on vous donnera la valeur, en fait, de tout ceci, et ce bloc-là est égal à 8,99 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par coulomb au carré. Et enfin, on va diviser par la distance r au carré également dans cette expression. Donc on voit que plus la distance augmente entre les corps A et B, plus la force va être faible. Vous voyez que dans ce calcul-là, le vecteur unitaire n'apparaît pas, tout simplement parce que nous avons dit que le vecteur unitaire avait une norme de 1. Et donc, quand on passe au calcul de la norme de la force électrostatique, eh bien, la norme du vecteur unitaire, ça serait multiplié par 1 ici, donc ça ne change absolument rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi un vecteur de norme 1. Alors voici un exemple, une illustration. Si vous prenez un cristal de sulfure de zinc qui contient des ions zinc Zn2+, et des ions sulfure S2-, eh bien, puisque nous avons des ions qui ont des charges opposées, une charge plus 2 E, c'est-à-dire plus 2 fois la charge élémentaire pour l'ion zinc, moins 2 fois la charge élémentaire pour l'ion sulfure, nous sommes dans le cas où nous avons une force attractive entre les deux ions. C'est d'ailleurs les forces électrostatiques qui permettent d'expliquer la cohésion des cristaux formés d'ions. Voilà pour cette première partie sur l'interaction électrostatique. Dans la deuxième partie, nous parlerons des champs électrostatiques et des champs gravitationnels.
Au revoir à tous.